Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Bienvenue Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de venir et de partager ton histoire. Merci à toutes les deux. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer qui tu es et ce que tu fais et du coup qu'est-ce que Anatae? Oui, alors je suis Camille Becerra, j'ai 29 ans, je viens de Perpignan, comme vous. Oui. On l'a découvert aujourd'hui. J'ai monté ma boîte il y a 5 ans bientôt, donc à tout juste 25 ans. En fait, j'ai passé plusieurs mois au Japon pour essayer de trouver un matcha de bonne qualité, parce que c'était un produit qui m'intéressait, donc c'est un thé vert japonais. Et là-bas, j'ai essayé d'en goûter plein, de rencontrer plein d'agriculteurs, de visiter des champs, des usines et d'essayer de trouver le meilleur thé matcha et des bons partenaires pour lancer ma boîte à mon retour en France. Donc j'ai lancé ça sur les réseaux, sur Instagram toute seule et puis voilà, après, de fil en aiguille, il s'est passé plein de choses, on va y revenir, mais globalement c'est ça. Génial. Et comment t'es venue cette idée déjà? Et comment tu as démarré cette expérience entrepreneuriale à tout juste 25 ans? Ouais, alors j'avais étudié à Montpellier, dans une école de commerce, et j'avais eu la chance de faire un stage de fin d'études à Hong Kong. Donc c'est pas le Japon, mais c'est déjà l'Asie. C'était un premier pas en Asie, et c'est là-bas que j'ai découvert le thé matcha. J'avais déjà goûté une fois à Perpignan, mais c'est là-bas vraiment que c'est rentré dans mon quotidien, parce que bien que ce soit pas le Japon, il y en a quand même beaucoup du thé matcha à Hong Kong. Dans les boissons, dans les biscuits. Donc, j'ai vraiment apprécié la saveur là-bas. J'ai commencé à en boire, à en manger souvent. Et à mon retour en France, donc ça y est, j'étais diplômée. Je devais commencer à travailler. J'étais un peu perdue parce que mes différents stages ne m'avaient pas permis de me dire « Ok, c'est ça que je veux faire ». J'avais fait un peu d'hôtellerie, j'avais fait plusieurs trucs. Et de deux, le matcha, quand même, ça m'avait marqué. Et je me disais, ce produit, je sentais que ça pouvait potentiellement être quelque chose qui allait devenir à la mode en France parce que c'était super bon. Vert, et c'était un peu le moment où les réseaux sociaux ça a commencé sur Instagram, le healthy, le healthy, tout ça. Je me suis dit tout ça, ça peut se combiner pour faire que en fait, les gens s'intéressent au thé matcha. Donc ça avait mis une petite graine dans ma tête déjà. Et là j'ai commencé à travailler. J'ai suivi la voie la plus classique. Je me suis pas lancée tout de suite dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé chez Erez, qui est une marque du groupe Chanel. Donc on va dire le premier poste quand tu sors des études un peu rêvées, quoi, le truc que tout le monde cherche après son diplôme. Et moi, ça me plaisait pas trop. Donc, c'était un CDD de 8 mois. Et quand ça s'est terminé, on m'a proposé de rester, mais j'ai dit non. C'était quoi que tu faisais comme poste exactement? J'étais à la logistique. Un poste un peu entre logistique et responsable de l'administration des ventes. Donc, en fait, Erez, c'est de la lingerie et des maillots. Et il y a plusieurs boutiques dans le monde. Et on était 5 filles en fait à se répartir la map. On avait chacune une région dont on était responsable pour envoyer toutes les pièces. D'accord. Donc que ce soit les pièces, vraiment les pièces de lingerie, mais aussi la déco en fonction des collections qui tournent. Donc voilà, on devait respecter un calendrier, le calendrier de la mode avec toutes les saisons, etc. Et on était responsable de l'envoi des pièces. Globalement, c'était ça. Pour moi, c'était vraiment trop, trop répétitif. Ça concernait une toute petite partie de RS. Et moi, je me disais, mais moi, j'ai envie de voir aussi ce qui se passe dans tel département, dans tel service. Et pourquoi on fait toujours que ça? C'était trop cantonné à un seul poste. C'est ça. Et tout de suite, je me suis dit, moi, ça va poser problème parce que dans les postes, quand tu as 25 ans, que tu sors d'études, enfin, même pas 23 ans, on ne te propose pas des postes à responsabilité. Voilà. Donc, c'était en limite le max que je pouvais avoir, en fait. Donc, j'ai quand même dit non au CDI et je me suis dit, tu vas chercher encore. Peut-être que tu vas trouver ton bonheur ailleurs. Puis, j'ai travaillé à Perpignan. Je suis redescendue à Perpignan. J'ai travaillé à C'est Moi, la chocolaterie. Oui. Je pense que c'est la plus grande entreprise de Perpignan ou pas loin. C'est clair. Et du coup, ma mère était super contente. Tu te rends compte? La meilleure entreprise de la vie. C'est le Saint Graal pour les Perpignanais. Tu travailles chez Moi, c'est bon, t'as réussi. Exactement.
Et là, au bout d'1 mois, j'ai dit à ma mère, je crois que je vais partir. Parce que, Alors que tu étais en CDI là-bas? Alors, j'étais en CDD de 1 an. D'accord. Et vraiment, rebelote. D'un mois, quoi. Rebelote, exactement. Parce que, en fait, c'est... Alors, je sais pas, je pense que ça peut convenir à des gens qui ont d'autres priorités, c'est-à-dire peut-être rentrer chez eux tôt pour s'occuper de leurs enfants, avoir une stabilité, ça a plein de bons côtés. Mais moi, ça matchait aucun de mes critères. C'est-à-dire que c'était très répétitif, c'était toujours des lignes dans des logiciels de bons de commande. C'était un peu le même poste que chez RS. Hein. Je prenais les commandes, j'envoyais les pépites de chocolat, les barres de chocolat. Tu trouvais pas de sens vraiment à ces métiers-là, quoi, à ce que tu faisais? Je trouvais pas de sens parce que, de un, c'est quand même, pour moi, des métiers qui peuvent être faits par une machine, en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de l'œil humain, tu vois. Il se trouve que les machines, elles n'existent pas, les logiciels, ils n'existent pas, mais ça pourrait. Tu n'as pas besoin d'être spécialement empathique, créatif, comment dire, déterminé. Il faut juste respecter. Tu dois exécuter, en fait. Tu dois exécuter. Donc là, je suis partie. Et après, là, j'étais vraiment perdue. Donc là, j'étais au chômage pour la première fois de ma vie. J'étais diplômée que depuis 1 an, hein, mais déjà au chômage. Et j'ai passé peut-être 2 ou 3 mois au chômage. Ça m'a paru une éternité. Et là, mon père, il m'a dit bon, Camille, là, je vois pas trop l'issue. Je sais que tu la vois pas non plus. Tu veux pas cet été travailler dans un camping à la plage? Au moins, tu fais quelque chose. J'ai dit ouais, bonne idée. Bonne idée, on va aller dans cet univers complètement différent où les clients sont en vacances, où c'est vraiment un autre monde que je connais pas. C'est pas du tout le genre de poste auquel on aspire quand on sort d'une école de commerce, mais de toute façon, c'est juste pour faire quelque chose. Donc, des fois, ça fait du bien de changer de décor aussi et de sortir un peu de justement ce qu'on pensait, ce qu'on devait faire avec le diplôme qu'on a. Et ça permet de recalibrer un peu les idées et apprendre à connaître d'autres choses aussi. Totalement. Et je pense que c'est le boulot que j'ai le plus apprécié, en fait. C'est fou. Ouais, parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien, tu vois, avoir, par exemple, quand j'étais seule à la réception, avoir ma petite réception que j'ouvre le matin, préparer mes trucs, recevoir les premiers clients. Là, en fait, c'était à certains moments comme un mini-rôle d'entrepreneur parce que des fois, j'étais toute seule à la réception. Et j'ai commencé à toucher du doigt un petit truc. Et je pense que tu avais un peu plus de responsabilité et peut-être le côté humain aussi que tu retrouvais plus dans ce poste-là, tu penses? Oui, et la gestion aussi peut-être parce que la réception, c'est pas juste la réception, c'est oui, mais en fait mon oreiller ne va pas, mon bug est trop petit, exactement. En fait je suis arrivée plus tôt, plus tard. Il y a plein de choses à gérer, quoi. C'est ça, trouver des solutions comme ça aux problèmes qu'on te présente et tu dois être rapide et efficace et satisfaire les gens. Finalement, c'était un premier pas dans l'entrepreneuriat, même si j'étais salariée, complètement salariée. Et je me suis dit, bon... c'est pas du tout là où je suis censée être, mais ça me plaît déjà un peu plus. Mais bon, j'avais quand même plus d'ambition. Donc j'ai fini la saison et en fait, il se trouve que j'adore voyager et j'avais depuis longtemps très envie d'aller voir le Japon. Et j'avais assez de côté pour y aller. C'était un peu le moment parfait parce que j'avais pas de contrat en cours, pas de copains, pas d'enfants. Et je me suis dit, bon, de toute façon, tu sais pas quoi faire. T'as pas envie de te relancer dans la course, là, envoyer des CV, passer des entretiens. Donc, j'ai dit, allez, je prends aller-retour au Japon pendant 2 mois. Et pour financer mon séjour sur place, en fait, je trouve sur un site qui s'appelle Workaway des petits boulots pour, en fait, être logée gratuitement. Donc, j'étais pas payée grâce à ces petits boulots, mais j'allais être logée pendant 2 mois au Japon, ce qui est vraiment pas négligeable parce que les hôtels là-bas, c'est très cher. Donc, je pars. Donc, pas du tout l'idée du match en tête. Je pars juste pour voir le Japon que j'ai envie de découvrir depuis longtemps. Et en arrivant sur place, dès le premier jour, je revois le thé matcha partout. Et je me dis, mais c'est ça? C'est un signe. Ouais, je me dis, cette idée que j'avais laissée de côté, parce que j'avais quand même gribouillé des petits Word, j'avais des petits documents dans mon ordi, mais que j'avais laissé de côté et que j'avais franchement oublié depuis plusieurs mois, presque même 1 an. Et je me dis, mais en fait, tu es au Japon pendant 2 mois, tu as la moitié de ton temps libre. C'est génial, en fait. Tu vas pouvoir peut-être t'intéresser plus au sujet. Et donc, je travaillais dans des auberges de jeunesse. J'ai fait 1 mois à Tokyo, 1 mois à Osaka. Okay. Et là, j'ai regardé un petit peu où étaient les plantations de thé au Japon. Il y a plusieurs régions, mais j'ai trouvé qu'il y en avait quelques-unes pas très loin justement de Tokyo et Osaka. Donc, je me suis dit, c'est pas mal. Donc, j'ai groupé toutes mes heures de travail dans la semaine, par exemple, lundi, mardi, mercredi. Ouais. Comme ça, je pouvais partir. Je l'ai fait quasiment tous les week-ends. Je pouvais partir 4 ou 5 jours dans les régions où on cultive le thé.
Donc là, c'était vraiment l'aventure. Donc moi, j'arrive avec mon rêve fou en tête. Oui, je vais importer le thé matcha en France. Et les gens, ils me regardaient un peu comme si j'étais complètement folle. Parce que quand je suis arrivée le premier jour, je n'avais pas dit ça. J'avais dit bonjour, je viens passer 2 mois au Japon. Et tous ceux qui étaient, par exemple, mes collègues dans les auberges de jeunesse, ils me disaient, mais... T'as switché d'un coup. T'as eu un rêve, t'as eu une vision, c'est quoi ton délire, quoi. Et j'étais sûre de moi, en plus. Et du coup, t'as commencé par... Parce que donc, t'as eu cette idée, bon, déjà avant le Japon, t'es arrivé au Japon, cette idée a ressurgi. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as ressorti tes anciens sketchs, documents Word, etc. Est-ce que t'as recommencé à zéro? Est-ce que... comment tu t'es... Est-ce que tu as priorisé certaines choses en mode faut que je trouve un nom, faut que je trouve un produit, faut que je trouve la façon de l'importer, comment est-ce que tu as structuré un petit peu la naissance de ce bébé, quoi. En fait, avant d'aller au Japon, j'avais vu déjà un petit peu de thé matcha qui arrivait en France. J'en avais trouvé dans un magasin bio, justement pendant l'été là au camping. Et je l'avais acheté et je l'avais trouvé super mauvais, en fait. Je l'avais trouvé pas du tout comme ce que j'avais vu à Hong Kong. Et même la couleur n'était pas la même. Normalement, moi, dans mes souvenirs, un matcha, c'était vert vif et c'était pas amer. Et là, j'avais trouvé en France un matcha plutôt kaki et vraiment pas bon du tout. Donc du coup, je m'étais dit, ok, il me semble qu'il y a un marché, mais la qualité n'est pas encore là. Donc moi, mon focus, là, ça va être de trouver un matcha qui est vert vif et pas amer, comme ce que j'avais dans mes souvenirs. Donc je me suis d'abord pas mal renseignée. J'ai passé beaucoup d'heures dans les cafés là-bas. J'allais chez Starbucks parce que c'était le seul endroit où j'étais sûre de trouver de la Wi-Fi. Et en fait, je faisais un peu l'étudiante, quoi. J'allais chercher où pousse le thé matcha, déjà qu'est-ce que c'est plus profondément, parce que je savais que c'était de la poudre de thé vert, mais là, j'avais besoin vraiment de comprendre la production et d'où ça vient, quoi. Ouais. Exactement. Donc, je me suis fait vraiment des fiches. J'ai encore les petits cahiers. Je m'étais acheté un mini classeur là où je mettais mes petites infos dedans. Donc, où est-ce que ça pousse? Qu'est-ce que c'est vraiment? Là, j'ai découvert que ça avait beaucoup de bienfaits. Et ça a renforcé mon projet. Parce que, en fait, j'avais pas du tout considéré ça à la base. Pour moi, c'était juste super bon. Et quand j'ai vu que ça avait plein de vertus, je me suis dit, là, on rajoute vraiment quelque chose qui peut plaire encore plus, quoi. Et j'ai essayé de contacter des agriculteurs pour pouvoir soit recevoir à l'auberge où j'étais du thé, pour déjà le goûter, soit directement pour aller leur rendre visite. Et en fait, les agriculteurs au Japon, ils ont l'habitude de ça, la plupart d'entre eux, parce que visiter les champs et les usines, c'est une activité touristique assez fréquente, vu que c'est très connu pour le thé vert. Un peu comme en France, on visiterait des vignes, c'est un peu pareil, quoi. Ouais. Donc, ils ont souvent des sites internet avec un petit formulaire pour la visite. Ouais, pour la visite. Tu leur as dit, toi, que c'était dans un but qui, peut-être derrière, était plus commercial, ou est-ce que tu t'y es rendue ou tu t'es inscrite plus en mode, oui, je viens comme une touriste un peu visiter. Comment est-ce que tu l'as emmené, ça ? Ça dépendait comment je le sentais. Mais je crois que la plupart du temps, je me suis inscrite en tant que touriste lambda. Ouais. Et quand j'arrivais, je posais des questions et parfois, je me mettais à leur dire moi, j'ai un projet plus grand, quoi. Je ne suis pas là juste pour passer la journée et repartir. Donc voilà, j'ai visité peut-être une douzaine, je pense, de champs parce que je les ai vraiment enchaînés. Et ils sont concentrés en général dans des régions que je visitais les unes après les autres. Okay. Et comment tu les ciblais, justement? Parce que c'est qu'en France, en tant que bon français amateur de vin, tu connais un petit peu les régions qui font du bon vin en fonction de tes préférences, etc. Mais comment est-ce que tu as appris à trouver, sélectionner les je sais pas comment on dit, les domaines, les fermes, je sais pas comment on dit. Petits farms, on peut dire les fermes. Donc, comment est-ce que tu les as sélectionnés? En fait, sur Internet, j'ai vu les régions où il y en avait le plus. Et moi, j'ai passé 1 mois à Tokyo, 1 mois à Osaka. Ça, c'était le plan. Mais après, j'ai demandé du coup à raccourcir 3 semaines. Comme ça, au milieu, j'avais 2 semaines où j'ai pu vraiment en enchaîner plusieurs. Ok. Il y a 3 régions autour de ces 2 villes qui sont vraiment connues pour le thé matcha, donc c'était top. Pour ceux qui connaissent un peu, je l'ai dit, il y a la région de Uji, la région de Shizuoka et la région de Aichi. Ok. Et donc du coup, ces 3 régions-là, moi j'ai cherché à fond sur Internet des noms d'agriculteurs, des noms d'entreprises, parce qu'en fait, si tu veux, tu peux regarder un paysage, je sais pas, dans une de ces régions-là, et ici, tu as un champ, puis 2, puis 3 qui a quelqu'un, puis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui a quelqu'un d'autre. Vraiment, ils sont tous collés. Mais... ils sont tous concentrés au même endroit et il y en a énormément qui sont détenus par des personnes différentes, quoi. Ouais, c'est ça. Et comment est-ce qu'après, une fois que tu as eu ça t'a servi à quoi? À goûter justement à ceux que tu aimais bien, d'un certain agriculteur?
récupéré un peu des infos sur comment ça se produisait ou comment s'est dessiné un peu plus le projet du coup avec toutes ces visites? Alors, je me suis du coup booké des rendez-vous avec eux. Donc, un tel un jour, un tel le lendemain, un tel le lendemain encore, enfin le surlendemain. Et j'avais vraiment pas de budget, hein. C'était un voyage à l'arrache. J'avais pas un sac à dos, mais j'avais une petite valise, quoi. Bon, la plupart du temps, je laissais la plupart de mes affaires à l'auberge de jeunesse, mais du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais du couchsurfing. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Donc, je cherchais de préférence des jeunes femmes parce que tu sais jamais sur qui tu tombes, qui habitent proche de ces endroits-là. Et je dormais chez elles. Et du coup, après, j'en partais le matin, je prenais un bus, parce que c'est rarement dans des villes, évidemment, les champs, c'est super perché, quoi. D'ailleurs, il y a un matin un soir, je dormais chez une jeune japonaise qui avait 21 ans. Et le lendemain, j'avais rendez-vous vers 9h au champ. Et moi, j'avais vu que c'était à côté sur la carte. Et en fait, je regarde avant de m'endormir et je vois qu'il y a comme 4 heures de trajet parce qu'en fait, il fallait prendre un bus, un train, un autre bus, avec des bus qui passent toutes les heures, des trucs comme ça. Et je lui dis, là, je viens de découvrir que en fait, je vais dormir 2 heures, quoi, parce qu'il est déjà 22 heures. Je dois Il faut que je parte à telle heure, ouais. Ouais. Et du coup, je me rappelle ce jour-là, j'étais crevée. J'avais pris tous mes bus. En plus, il pleuvait. Et puis, je revenais pas chez elle le soir même, donc j'avais mes valises et tout. Et du coup, j'arrivais là-bas et en général, ils me dédiaient la journée quand même. Soit je participais à des journées où il y avait plusieurs touristes, soit j'avais pris vraiment un rendez-vous un peu business avec eux. Ils savaient que j'étais là pour faire quelque chose en France. Et là, ils me dédiaient la journée où ils me faisaient visiter les champs, les usines, et ils me faisaient goûter surtout. Moi, c'était ça le plus important pour moi, c'était vraiment de goûter. Parce que je sais qu'en France, on n'aime pas trop l'amertume. Et en fait, au Japon, j'ai découvert donc à ce moment-là qu'il y avait même déjà des matchas de très bonne qualité qui sont amers et d'autres qui ne sont pas amers. Et je me suis dit, moi, c'est vraiment la catégorie sans amertume qu'il me faut parce que les Français, ça peut les rebuter, quoi. Et c'est dans la manière de produire, du coup, qu'on retrouve cette amertume, Oui, c'est ça. C'est en fait plusieurs choses, mais la première, c'est quelle feuille on va utiliser. Parce que si on utilise... Donc, je peux peut-être reparler un peu du thé matcha. Qu'est-ce que c'est ? Donc, le thé matcha, c'est un thé. Donc, ça provient du thé, de la même plante que le thé qu'on boit toujours, le thé vert, le thé noir. En fait, ce qui fait la différence entre tous ces thés, c'est à quelle période on récolte les feuilles et qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on va les brûler, les griller, les moudre, les rouler, les passer à la vapeur ? C'est ça qui va faire le résultat final, en fait. J'aime bien faire le comparatif avec la pomme. On a le pommier et le théier. Et après, avec la pomme, on peut faire une purée de pommes, une compote de pommes, des dés de pommes, des quartiers de pommes. Et avec le théier, on peut faire du thé vert, du thé noir, etc. C'est vraiment une façon de fabriquer le thé, c'est pas une variété. Oui, d'accord. Donc, en fait, pour faire du thé matcha, qui est un type de thé vert, il faut normalement, si on veut faire de la très haute qualité sans amertume, il faut prendre des feuilles qui sont vraiment à la surface des théiers. Donc, toutes jeunes, toutes fines et toutes fragiles. Vraiment les feuilles qui viennent de sortir, en fait. Parce que ça, c'est les feuilles les moins amères, les meilleures pour la santé, en fait. Mais du coup, c'est ce qui est le plus compliqué à faire au final, parce qu'il faut être rapide, faut pas qu'elles s'abîment, j'imagine, les feuilles. Faut pas attendre trop longtemps qu'elles aient poussé déjà, qu'elles aient grandi. C'est ça. Et surtout, il faut récolter à la main parce qu'une machine ne peut pas dire celle-là, je la prends, celle-là, je la prends pas. Elle ne peut pas sélectionner. Enfin, pas les machines qu'ils ont en tout cas. Ça devrait pouvoir être fait un jour, mais pour l'instant, les très bons matchas, les matchas les plus haut de gamme, ils sont récoltés à la main. Donc travail monstrueux. Ouais. Et donc, du coup, tu as fait ta petite tournée pour vraiment aller rencontrer chaque ferme, chaque agriculteur, vraiment les tester tous. Donc, comment est-ce que tu as fini par sélectionner le partenaire avec qui tu allais travailler ? Alors, un jour, j'ai fait une journée avec une agricultrice qui, en fait, proposait des journées pour les touristes, mais ce jour-là, j'étais la seule. Donc, j'avais une visite privée, donc c'était trop bien. Elle m'a fait goûter plusieurs thés qu'elle faisait, et dont un thé matcha. Et je l'ai trouvé vraiment très doux par rapport à ce que j'avais goûté d'habitude. Mais je n'étais pas 100% convaincue. Je me disais, il y a quand même encore un peu d'amertume. Par rapport à ce que j'ai goûté ailleurs, c'est très bien, mais je ne suis pas sûre encore d'avoir trouvé la pépite. Donc, je le gardais de côté. Et j'ai quand même continué mes recherches. Et à un moment donné, je suis tombée sur quelqu'un d'autre qui m'a fait goûter plusieurs thés matcha. Parce qu'ils ont plusieurs qualités en général. Ils en vendent plusieurs. Et les 2 premiers,
j'ai dit, ils sont excellents. J'ai dit, ces deux-là, je les veux, c'est excellent. Il y en avait un qui était sans amertume et un avec une amertume vraiment très discrète. Et donc je me suis dit, là, j'en ai 3, c'est pas mal. Dans l'ordre, en plus, je les voyais bien, 1, 2, 3, comme ça avait du sens. Et après, je me suis dit, il faut quand même que je les essaye en gâteau, parce que le matcha, ça s'utilise aussi dans les gâteaux. Et là, j'avais pu tester en boisson, mais j'avais jamais testé en gâteau. Donc, j'ai essayé, et les deux très très doux, là, ils étaient tellement doux que dans un gâteau, en fait, ils disparaissaient quasiment. Oui, parce que j'allais te demander, effectivement, à la cuisson, avec cette chaleur, tu dois perdre un petit peu de goût aussi, du coup. C'est ça. Avec la chaleur et avec le fait qu'il y ait tellement d'autres ingrédients mélangés aussi, tu sais, dans les gâteaux, il y a du sucre, il peut y avoir de la banane et tout, donc ça peut complètement couvrir. Ça prend le goût, ouais. Par contre, le premier que j'avais goûté, qui était un peu plus fort, lui, parfait dans les gâteaux. Donc je me suis dit, c'est bon, j'ai ma gamme. J'en ai 2 qui peuvent être bu. Sans boisson, voilà. Ou saupoudré sur un gâteau, mais quelque chose qui va rester cru, par exemple. Voilà. Enfin, qui ne va pas repasser au four, en tout cas. Ouais. Et le troisième, qui peut être bu pour ceux qui aiment bien les saveurs un peu corsées. Parce que je le vois aujourd'hui, c'est le préféré de certains aussi, qui aiment bien, par exemple, le cacao 100%, qui aiment bien les saveurs un peu plus prononcées, peut-être. Et qui peut être aussi utilisé en gâteau, qui est même le meilleur des 3 en gâteau. Donc je me suis dit, là, j'ai une gamme, c'est cool. Donc j'ai commencé à leur parler plus sérieusement du projet, leur dire, moi, là, je suis partante pour faire quelque chose. J'aimerais bien savoir un jour, j'aimerais bien leur demander ce qu'ils ont pensé à ce moment-là. Je pense qu'ils ont dû se dire, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune-là? Ouais, c'est clair. Puis surtout, tu vois, au Japon, quand t'as 24 ans, t'es pas censé être en train de te balader au bout du monde, en fait. Pour eux, c'est très bizarre comme concept. Ouais. T'es censé finir tes études, te marier peut-être, ou être enceinte de ton premier enfant. Enfin, c'est pas le mood d'aller à l'autre bout du monde pour un projet aussi fou, quoi. Ouais, c'est très structuré comme culture quand même. Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, dans tous les couchsurfing que j'ai fait, j'ai rencontré plein de jeunes filles qui avaient mon âge ou un peu plus ou un peu moins. Et j'ai beaucoup discuté avec elles. Et elle aussi, elle me regardait avec des yeux. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ouais, mais tes parents, je voyais souvent, il y avait des questions. Quand même, elle se demandait. Et justement, tes parents, j'imagine que pendant que tu faisais ce voyage, tu leur racontais quand même un petit peu toutes tes péripéties. Qu'est-ce qu'ils ont, comment ils t'ont aidé dans ce projet, soutenu? Est-ce qu'ils ont eu des craintes? Voilà, qu'est-ce que ça a été un peu la réaction de tout le monde? Alors, je crois qu'au début, je leur ai pas dit quand j'étais là-bas. Je me confiais beaucoup à mon copain. Je venais de rencontrer mon copain, en fait. J'avais rencontré quelques jours avant de partir au Japon. Et on est encore ensemble aujourd'hui. Mais bon, du coup, c'était pas encore très certain. Mais en tout cas, je lui racontais toutes mes aventures, quoi. Et je lui disais, là, je crois que j'ai trouvé mon projet. Et du coup, je lui disais, je t'envoie mon adresse. Je suis perchée dans je sais pas quelle montagne. Au cas où je disparais, je suis là. Et lui, c'était le seul à qui je racontais tout. Et mes parents, je leur disais pas trop encore parce que je savais que... Comment dire, j'avais l'impression qu'ils allaient pas trop le prendre au sérieux et que ça allait plus me décourager qu'autre chose. Ok. Donc je me disais, pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de leur en parler. On verra quand je rentrerai. Et en fait, je me suis vraiment emballée là-bas. J'ai tout fait pour rester dans ma bulle avant d'en parler aux gens. D'accord. Et aller assez loin dans le projet dans ma tête pour pas faire marche arrière, en fait. Et j'ai même déposé mon nom de marque dans un cybercafé là-bas. Donc, c'était un peu une façon d'ancrer le truc dans le marbre avant de revenir. Même si, on peut déposer une marque et ne rien faire, mais... Oui, au moins, tu te forçais un petit peu déjà aussi à pas changer d'avis ou à pas... Et comment tu as trouvé le nom, justement? Parce que ça, souvent, il y a pas mal de personnes qui butent là-dessus et qui galèrent à trouver un nom. Comment est-ce que tu l'as trouvé, toi? En fait... il y a une idée qui revenait souvent dans ma tête, c'était que ce projet, je le trouvais assez vertueux à plein de niveaux. Parce que je trouvais que j'allais aider des agriculteurs bio, parce que moi, c'était un de mes critères aussi. Et c'est assez rare, les agriculteurs qui font du bio là-bas. Donc, je me disais, je vais les aider. Je vais aussi proposer un produit qui est bon pour la santé. Aussi, se préparer un petit matcha, c'est un peu s'obliger à prendre au moins 1 minute pour soi... tu vas faire une pause. Et je trouvais qu'il y avait plein, du coup, de côtés un peu vertueux. Et j'ai demandé à une agricultrice comment on dit pour vous en japonais. Pour que ce soit l'idée un peu de pour vous les agriculteurs, pour vous les Français, pour vous, pour vous-même. Et aussi, comme je rapportais un produit d'un pays étranger, ça me faisait un peu penser aux cadeaux qu'on offre quand on revient d'un pays. Ouais. Et on dit pour vous, quoi. Donc, je me suis dit ça pourrait être bien. Et
Et alors, j'ai toujours... je parle pas japonais, donc c'est un peu compliqué à saisir, mais d'après ce qu'elle m'a dit, il y a plusieurs façons de le dire, et anatae, ça correspond à peu près. Okay. Donc, anata, c'est vous, et c'est vers ou pour. Ok. Excellent. Voilà. C'est très beau, en tout cas, de l'imager aussi comme ça, et qu'il y a une vraie histoire aussi derrière un nom. Enfin, je trouve ça... Ouais, c'est clair. Ouais. C'est très, très beau. Merci. Et du coup, maintenant que c'est vrai que tu mentionnes que tu parles pas japonais, comment est-ce que tu as fait justement pour communiquer et... Parce que, après, c'est peut-être une fausse idée que j'ai, mais souvent, on nous dit que les Japonais ne parlent pas forcément très, très bien anglais non plus. Donc, comment est-ce que tu as communiqué ? Et du coup, comment est-ce que tu as négocié ? Parce que j'imagine que tu as quand même dû négocier, je sais pas, des contrats, des quantités, des choses comme ça. Donc, comment est-ce que tu as négocié En fait, c'est vrai que j'ai tout fait en anglais. Okay. J'ai la chance de parler très bien anglais parce que j'avais voyagé pendant mes études. J'avais fait 1 an à Londres et 6 mois à Hong Kong, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis j'ai toujours aimé l'anglais, donc pour moi, ça déjà, c'était pas une barrière. Je sais que ça peut l'être pour certains. Mais après, c'est vrai que le japonais, zéro. Aujourd'hui, je connais quelques mots, mais à l'époque, je connaissais rien. Et comment j'ai fait ? La plupart d'entre eux parlaient quand même un petit peu anglais, justement pour les questions journée avec les touristes, tout ça. C'est vrai. Donc il y avait ça. Et après, quand même, aujourd'hui, moi, j'ai un agriculteur, parce que j'en ai 2 du coup. Et le premier... il parle pas anglais, c'est quelqu'un qui travaille avec lui, qui nous traduit en permanence. Ouais. Okay. Donc c'est à elle que j'envoie mes mails, elle lui traduit, et voilà. Et du coup, les agriculteurs avec qui tu bosses aujourd'hui, les 2, c'est toujours les mêmes que ceux que tu avais sélectionnés de base ? Toujours les mêmes. Excellent. Génial. Toujours les mêmes. C'est génial ça. Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé pour ensuite importer le produit en France ? Parce que c'est quand même des... problèmes logistiques, la douane, comment ça se passe tout ça ? Comment est-ce que tu l'as... Et du coup, est-ce que quand tu t'es lancé au début, tu as dû acheter des quantités spéciales ? Est-ce qu'ils font le packaging là-bas sur place ? Est-ce que tu l'importes en France, ensuite tu le... C'est vrai que toutes ces questions se sont posées. Et en fait, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui encore, on est sur d'autres projets. Donc, dès le départ, j'ai pris les problèmes les uns après les autres. J'ai tiré des fils comme ça et puis on y est arrivé, quoi. Je me suis dit, bon, déjà, à qui je vais le vendre, ce matcha ? Parce que moi, je savais que je voulais importer le matcha, mais je ne savais pas encore très bien si je voulais le vendre aux particuliers, aux restaurants, si je voulais le vendre simplement à des boutiques qui allaient le revendre. Donc, je me suis dit que j'allais faire un peu tout pour commencer et que je verrais où ça allait mordre le mieux, quoi. Donc, je me suis dit, tu vas partir d'abord sur des formats... individuel. Et puis les restaurants, peut-être qu'il faudra des formats un peu plus grands, mais tu verras dans 2 ou 3 mois. D'abord, commence par les formats individuels. Donc je me suis dit, j'ai regardé un peu ce qui se faisait au Japon. Souvent, c'est dans des toutes petites boîtes, le matcha, parce que c'est un produit assez cher et qui s'abîme assez vite aussi. Donc ça sert à rien d'en acheter dans des pots super gros. Donc j'ai dit, apparemment, il faut prendre 30 grammes. J'ai demandé à mes agriculteurs le prix qu'ils pouvaient me faire pour 30 grammes et je leur ai dit, vous êtes 2 agriculteurs différents, j'aimerais bien qu'on ait le même packaging quand même. Comme ça fait une gamme uniforme. Ouais. Donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait et le matcha, c'est très difficile à conserver parce qu'il faut que ce soit dans un emballage opaque et hermétique. C'est-à-dire qu'il nous reste que le plastique ou la canette. On ne peut pas faire du verre, par exemple, ou du papier craft, c'est pas assez hermétique. Donc du coup, entre plastique et canette, j'ai dit canette. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je leur ai dit, est-ce que vous connaissez des fournisseurs de canettes ? Parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de mettre en canette, ils faisaient plutôt des sachets, les 2. Donc ils m'ont dit, oui, on connaît celui-là. J'ai essayé de synchroniser le tout pour qu'ils aient le même, pour que ce soit vraiment les mêmes canettes. Après, moi, j'avais que le nom de ma marque, mais du coup, il fallait que j'avance sur l'identité de marque. Ouais. Donc là-bas, déjà au Japon, j'avais commencé à faire un site. J'ai découvert qu'on pouvait faire un e-commerce tout seul, en fait, sans devoir coder. C'est toi qui l'as fait, du coup ? Alors ouais, c'est moi qui l'ai fait. Au début, j'ai trouvé une plateforme et j'ai commencé à faire ça. Puis en fait, au fil du temps, j'ai changé de plateforme plusieurs fois. Mais c'est quand même moi qui l'ai fait et je trouvais ça super intéressant de voir vraiment le projet du tout départ jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, dans mon business, il y a tout que je maîtrise. Il n'y a pas une zone d'ombre pour moi et je trouve ça hyper rassurant. Il y a des gens qui sont spécialisés maintenant aujourd'hui qui bossent avec moi, mais je sais ce qu'ils font quand même. Oui, au moins, au moins ce que tu as délégué au fur et à mesure, c'était pas juste après quelqu'un pour qu'il le fasse pour toi, c'est que
Enfin, si, pour qu'ils le fassent pour toi, mais pas pour qu'ils le fassent mieux, quoi. Juste pour te faire gagner du temps. Ouais. Et pour quelqu'un qui voulait justement découvrir des postes et des jobs dans lesquels on voit tout, là, t'as été servi. C'est clair. Et t'as fait tout ça, enfin, par exemple, là, la partie packaging et tout, est-ce que c'est des choses que t'as fait pendant ces 2 mois où t'étais au Japon? Ou est-ce qu'entre-temps, t'es revenu en France et t'es reparti? Enfin, ou est-ce que ça s'est fait à ce moment-là, du coup? En fait, j'ai commencé à faire le site là-bas, dans les auberges de jeunesse, dans mes petits moments off, on va dire, ouais. Et après, je suis rentrée en France. Donc, je venais de déposer la marque que j'avais déposée dans un cybercafé. Bon, entre-temps, j'ai fait 2 semaines de petits boulots en Corée du Sud aussi, parce que c'était le plan à la base. Et d'ailleurs, c'est en Corée du Sud que j'ai déposé la marque dans un cybercafé. Après, je suis rentrée en France. Et là, du coup, pendant 4 mois, j'ai décidé que j'allais bosser à fond sur le projet. Donc là, je l'ai commencé à le dire un peu à tout le monde. Bon, je fais ça. Je vais lancer une marque de thé japonais. Genre, ok. Ils sont là un peu genre, on verra quoi. Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, mes parents m'ont dit après coup que quand je leur ai annoncé, ils se disaient un peu, bon, elle va faire une expérience et elle va se casser la tête et elle va voir que, bon, elle aura testé quoi. Et là, ils ont été bien surpris. Tu m'étonnes. Ouais. Et du coup, pendant ces 4 mois-là, j'ai fait plein d'articles de blog. Okay. Donc, je me suis dit, il faut rédiger des choses parce que les gens, ils vont te poser des questions. Donc, au moins, tu leur enverras les articles de blog. Il y aura des réponses à chaque question. Je savais qu'on allait me demander comment ça se prépare, comment ça se conserve, quels sont les bienfaits. Il y avait un vrai travail d'éducation quand même à faire autour du matcha parce que c'était pas encore hyper dans la culture. Mais pas du tout, en fait. Ouais. Vraiment, les gens ne savaient pas ce que c'était. Ouais. Il y a 5 ans, en France, on ne savait pas ce que c'était. Ouais, à moi, Paris, je savais pas ce que c'était il y a 5 ans. Non. À Paris, quelques personnes, mais vraiment une minorité. Je pense qu'on l'a découvert à l'étranger, nous aussi. Hein. Moi, c'est pas en France que j'ai commencé à boire du matcha. Aux États-Unis. Et après, en France, j'ai été cliente chez toi. J'ai acheté du matcha que... Ouais, c'est vrai. Je l'ai découvert en France avec ta marque. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça n'existait pas à l'époque, quoi. Non. Donc, tu savais qu'il y avait ce travail-là à faire. Donc, tu as commencé à vraiment créer du contenu pour aider les gens à découvrir le produit et ensuite découvrir ta marque en parallèle. En fait, c'était une super idée, même en termes de référencement, mais cette notion-là, je ne l'avais pas encore. Moi, j'avais juste fait ça pour envoyer aux gens quand ils allaient me poser une question. Et j'ai commencé un peu à réfléchir aux étiquettes. Donc, j'ai fait une étiquette très basique avec mes connaissances en design, si je peux appeler ça comme ça. Tu as utilisé quoi, Canva comme J'ai utilisé Figma. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Donc, attends, c'est quand même un peu plus poussé. Enfin, je pense que quand vraiment tu connais rien, tu vas plus sur Canva que sur Figma quand même. Mais je suis tombée par hasard sur Figma, je connaissais même pas Canva, tu vois. Donc, je me suis dit, il n'y a pas un Paint un peu plus élaboré là, parce que bon, Paint, ça va être un peu limité quand même. Paint, c'est tendu, ouais. Et du coup, j'ai trouvé Figma, j'ai dit, mais nickel, je vais pouvoir mettre mon logo, mes petites feuilles, tac, 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 tac. Après, je vais mettre 100% naturel, je vais mettre le nom de la gamme, comme ça, à chaque fois, il y a le nom de la gamme. Et puis voilà, après j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a conseillé... j'ai discuté avec une amie qui m'a conseillé son frère pour faire mon logo parce que j'avais une idée mais il n'était pas encore vraiment fait. Et après j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a conseillé quelqu'un pour faire mes étiquettes, donc le vrai design officiel en partant de mon petit brouillon sur Figma. Parce qu'en plus, est-ce qu'il y a des normes ou des réglementations européennes ou des mentions spéciales sur les étiquettes parce que c'est quand même un produit comestible? Est-ce que tu es obligé de mentionner des choses ou pas forcément? Ouais, il faut dire la liste des ingrédients. S'il n'y a qu'un seul ingrédient comme moi, tu n'as pas besoin de mettre les valeurs nutritionnelles. D'accord. Et s'il y en a plusieurs, tu dois. Je crois que c'est ça la règle. Il faut mettre le petit logo à recycler ou à jeter du coup. Il faut mettre un code barre, il faut mettre le poids net de ce qu'il y a à l'intérieur et il faut mettre, je crois, ta marque et qu'est-ce que tu vends. Donc le nom du produit. Ok. Et ça, tu le savais avant de créer l'étiquette ou... Alors, grâce à mes écoles de commerce, je pense que je savais peut-être ça. Okay. Mais il faut mettre aussi l'adresse du siège. Okay. Mais de toute façon, j'ai dû me replonger dans tous ces éléments. Ouais. Effectivement, notamment le petit logo à recycler. En fait, il faut que tu t'inscrives sur un site en fait, tu vas devoir payer en fait, chaque année pour utiliser ce logo. C'est pas vraiment ça. C'est en fait pour le fait que tu produis des emballages, donc tu pollues. Donc tu dois participer, tu dois payer en fait. D'accord, ok. Donc tous les ans, je paye encore sur ce site et c'est lui qui te fournit le logo. Après, tu peux le trouver ailleurs, mais en fait, tu dois payer légalement pour commercialiser des emballages en fait. D'accord. Ouais. Ça, je savais même pas. Et après, par contre, donc, les canettes, on est d'accord que c'est directement au Japon. Donc, tu as tes producteurs, des agriculteurs, du coup, qui
envoie le matcha, le produit fini, à l'entreprise du coup qui fait les canettes. Et après, toi, tu reçois en France ici les canettes vierges d'étiquette, quoi, c'est ça? Alors, mes agriculteurs, ils recevaient les canettes, Ok. ils mettaient le matcha dedans, Ok. les fermaient. Et du coup, ils m'ont demandé, les deux, ils avaient le même minimum de commandes, ils m'ont demandé de prendre 100 boîtes de chaque référence au départ. Ok. Donc, ce qui est pas énorme en soi. Ça va. Enfin, ça dépend, je sais parce que Ouais. quand tu te lances et que t'as pas un pélo. Non, en termes de coût, oui, mais je veux dire, je fais 300 canettes. Ouais. Oui, mais je veux Ouais, dire, oui. c'est vrai que Oui, tu t'imagines. tu que ça peut t'imagines, être il y a des 10 000, gens qui peuvent se dire si ouais. d'un coup je dois par exemple commander 500 ou 1000 canettes par produit, c'est quand même, enfin c'est d'un coup. Au pire, tu bois du matcha jusqu'à la fin de tes jours, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'une centaine, je m'attendais à plus, tu vois, je m'attendais à un peu plus. Ouais. Après, aujourd'hui, j'ai des meilleurs prix, mais en tout cas, à l'époque, j'avais un certain prix et il fallait que j'en prenne 100 minimum. Ok. Donc, moi, j'étais donc de retour de mon voyage. Là, je rédigeais des articles et tout ça à fond. Et j'ai décidé d'emménager à Paris à ce moment-là parce que je me suis dit, c'est à Paris que ça va être le plus simple de lancer parce qu'ici, il y a les salons, les marchés de Noël, il y a les restaurants. Je me suis dit, tu dois aller là-bas, au moins pour le réseau aussi. Ouais. Donc, je suis venue chez mon frère qui habite ici, puis j'ai cherché un appartement. Donc, j'ai trouvé un petit studio de 14 mètres carrés dans le 10e. Et là, j'ai reçu donc mes premiers stocks, donc dans 14 mètres carrés. Donc, J'ai j'avais toutes les boîtes. une colonne comme ça jusqu'au plafond. Heureusement, je ne vendais pas des machines à laver. Ça rentre. Mais c'était quand même pas non plus très spacieux. Donc, vous imaginez un peu le Tetris. Le Tetris que c'était. Donc, je recevais les canettes vierges et moi, je faisais imprimer en France mes étiquettes et je passais du coup des heures à enrouler l'étiquette comme ça. Je faisais ça devant des vidéos YouTube. Avec une tendinite au pouce à la fin de la journée. Ouais, c'était une chorégraphie, je connaissais par cœur le truc. Donc ça, et puis j'ai aussi décidé de vendre un ustensile, le fouet en bambou, pour préparer le matcha. Donc voilà, j'avais mes 4 premiers produits chez moi. Et j'ai fait beaucoup de petits boulots pendant ces moments-là. Je ne sais plus exactement à quel moment, mais j'avais en fait un peu de chômage et un peu de petits boulots. Et j'ai commencé donc 4 mois après mon retour d'Asie. J'ai ouvert ma boutique. C'était un 1er avril 2019. Et là, ça y est, donc j'avais réussi à faire mon site. J'avais ouvert un petit Insta, j'avais peut-être 30 followers. Et j'avais mes piles chez moi. J'avais commandé des cartes en expédition brandées Anatae. Ok. Et j'attendais que ça tombe. Qu'il y ait une première commande qui arrive. Ouais, c'est ça. Et il a fallu 11 jours. C'était qui ton premier client? Je la connaissais pas. C'était quelqu'un qui t'avait trouvé via Insta ou... Exactement. Okay. Et j'ai presque pas compris ce qui se passait, quoi. Parce que je crois que j'ai reçu un mail. Aujourd'hui, je reçois plus un mail à chaque commande, mais à l'époque, j'avais paramétré ça comme ça. Et du coup, j'ai reçu un mail avec le récap de la commande et l'adresse en bas. Et ça ressemblait vraiment au mail qu'on reçoit quand nous, on fait une commande. Et du coup, je comprenais pas. Je disais, mais j'ai rien commandé, c'est quoi? Et en fait, je lis, non, vous avez reçu une commande. Et je me dis, ah, mais c'est fou, maintenant je dois la préparer, mais je fais comment? Et du coup, là, je me suis rendu compte qu'il me fallait du papier de calage parce que en fait, ma boîte dans le carton, il fallait bien la bloquer. Ouais. J'en avais pas, du coup, j'ai pris des feuilles A4. Après, je me suis dit, bon, il faut aller à la poste, ok, mais je vais pas écrire les adresses comme ça à la main tous les jours. Donc voilà, à chaque fois, il y a un problème. Et comme je disais tout à l'heure, je tirais les ficelles pour comprendre. Pour découvrir un peu la prochaine étape, quoi. Donc du coup, la prochaine étape, c'était acheter une imprimante, acheter des feuilles avec 4 bordereaux comme ça, autocollants, me faire du coup mon petit Figma avec 1, 2, 3, 4 bordereaux pour pouvoir imprimer et préparer les colis 4 par 4. Et c'est venu comme ça petit à petit. Puis au début, c'était vraiment calme, il n'y avait personne qui me connaissait. Tu dirais que ça a pris combien de temps avant que tu aies des commandes un peu régulières qui arrivent comme ça tous les jours ou toutes les semaines? Je pense que les 6 premiers mois, c'était calme quand même. Je pense que peut-être à 6 mois, on était à... Je ne veux pas dire de bêtises, mais à peu près 2 commandes par jour, peut-être. Ok. Je dirais, par là. Donc, en fait, moi, ce que j'avais déjà prévu aussi au Japon, c'était de me faire connaître via les réseaux sociaux, via les influenceurs. Ouais. Donc, j'avais déjà, dans mon petit carnet là au Japon, prévu une liste d'influenceuses que j'allais contacter. Parce que je m'étais dit, les chaînes food, nutrition, ça peut être pas mal. Et aussi un peu les chaînes yoga, parce qu'en fait, j'ai découvert que c'était très lié au monde du yoga, parce que dans le matcha, il y a un stimulant, la caféine, mais il y a aussi un calmant naturel.
Et en fait, l'équilibre des deux permet d'être d'être dans un état propice à la méditation, en fait. Okay. Parce que du coup, on est éveillé, mais on n'est pas du tout énervé. Et on n'est pas du tout endormi non plus. Donc, c'est vraiment parfait pour le yoga, la méditation. Et donc, j'ai découvert que ça allait être potentiellement un axe aussi pour développer mon produit. Donc, j'ai contacté pas mal de personnes qui faisaient du yoga, de la méditation, des naturopathes. Tu avais un budget défini pour du coup ce côté marketing ou non, t'essayais d'envoyer le produit en disant voilà, en échange d'un produit gratuit ou voilà, comment est-ce que tu as organisé cette communication? En fait, je disais tout simplement que voilà, je revenais d'Asie, que j'avais essayé de chercher pour moi le meilleur matcha du monde et que je l'avais trouvé et que j'aimerais bien lui faire goûter le produit en échange d'un peu de visibilité, que j'ai pas de budget et que si ça l'intéresse pas, je comprends, mais juste il faut me le dire parce que pour moi, envoyer un produit, c'est beaucoup d'argent aujourd'hui. Ouais. Et il y en a qui ont accepté, d'autres qui ont refusé, puis on a avancé comme ça. Okay. Moi, en fait, j'avais investi, j'avais 14 000 € de côté, ce qui est beaucoup quand tu as 24 ans. Pas tout le monde a 14 000 € de côté, mais dans un business, ça part vite. Ouais, c'est ça. Ça part très très vite, ouais, c'est clair. Donc, j'avais mis 1 000 € pour ouvrir ma boîte. Après, j'avais peut-être dépensé quelques milliers d'euros pour la marchandise, les cartons et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Imprimante, toutes ces choses-là, ça se déduit du budget en fait. Hein. Ouais. Et j'ai pas mis les 14 000 € d'un coup, j'avais mis d'abord je crois 4 000, puis les mois d'après j'ai découvert ce qu'était le fonds de roulement et je me suis dit il faut réalimenter ce compte, sinon tu peux pas passer ta prochaine commande ou tu peux pas... Ouais, donc j'ai mis au final 14 000 € sur 1 an je pense. Donc du coup j'avais un budget très réduit quand même. Ouais. Donc tu étais obligée un peu de le faire comme ça, avec des influenceurs et essayer de trouver de la visibilité sans forcément payer des sommes astronomiques pour la communication et la publicité. Ouais. J'étais obligée. Et faire de l'organique, quoi. Au final, de la recommandation, du bouche à oreille. Après, ça peut aller. Justement, c'est très beau d'avoir ça aujourd'hui, de pouvoir utiliser les réseaux pour décoller. Et du coup, au final, toi, t'en es l'exemple parfait, quoi. C'est fou. J'aurais jamais pu, en fait, sans ça. Ouais. Je pense que je me serais pas lancée parce que je me serais dit, personne va me connaître. Ouais. Puis j'ai compris, tu peux faire un site, mais si personne parle de toi, il est à la page 470. Donc en fait, ça sert à rien. Quoi. Et du coup, tu as commencé à contacter des personnes qui ont commencé à parler de toi. Donc j'imagine que là, du coup, le compte aussi a pris un peu plus d'abonnés. Donc ça marchait un petit peu plus comme ça aussi. Tu avais cette volonté, cette idée initialement de travailler aussi avec des shops, avec des cafés. Est-ce que ça aussi, tu l'as développé en parallèle ou est-ce que vraiment au début, tu t'es focus à 100% sur les réseaux et la vente J'ai essayé un peu les restos dans les premiers temps. J'ai essayé donc, de démarcher en direct. Donc, je me promenais à Paris et je voyais à peu près les restos qui pouvaient être la cible. Donc, c'est facile. Hein, t'as des drapeaux verts, on va dire. T'as avocado toast. Tu vois, quand tu vois Buddha Bowl et tout, tu dis OK, c'est bon. C'est mon genre, quoi. Assez facile de les repérer. Et du coup, je rentrais, je déposais ma carte, je parlais 2 minutes et je disais si ça vous dit, je peux repasser pour vous faire goûter. Donc, évidemment, 9 fois sur 10, c'est non. Hein. On le sait quand on démarche. Ou alors, c'est oui, je vous rappelle, et puis on ne nous rappelle pas. Quoi. Ouais. La conclusion, c'est ça, c'est qu'il y en a 1 sur 10 qui mord, on va dire. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissaient pas le matcha ? Parce qu'ils avaient déjà du matcha ? Parce qu'ils s'en foutaient ? Parce que... Soit ils disaient que pour l'instant, ça ne les intéressait pas. Okay. C'est très rare qu'ils en avaient déjà. C'est quasiment 0%. Soit envoyez-moi les tarifs et puis dès qu'ils voient les tarifs, c'est cher quand même. Parce que le matcha c'est cher quand il est de qualité. Et même encore aujourd'hui, on a beaucoup de clients restaurateurs qui l'ont compris. Mais il y en a plein qu'on démarche et qui disent mais quand même c'est cher. Et je leur dis mais essayez ailleurs, vous verrez c'est pas très bon quoi. Si c'est beaucoup moins cher, c'est que c'est pas très bon, il n'y a pas de secret. Ouais. Et du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu fournis quand même des restaurants et des cafés, est-ce que les gens ont fini par venir à toi avec justement la connaissance du matcha qui s'est fait sur le marché français, ou est-ce que tu as continué à démarcher et en fait, tu as fidélisé des gens comme ça au fur et à mesure ? En fait, j'ai continué à démarcher un peu les restos, toujours, parce que quand même, ça accrochait de temps en temps. Ouais. Donc, c'était pas à laisser tomber totalement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que les particuliers, parfois, parlent de nous dans les restos. Quand ils goûtent un matcha pas bon ou quand ils disent « vous n'avez pas de matcha, vous connaissez pas Anatae ». Donc, merci à tous ceux qui ont fait ça parce que du coup, ils participent vraiment au développement. Et aussi, parfois, les indépendants, ce sont eux les patrons de café. Ouais. Et ce sont eux aussi, des fois, les patrons de boutique. Et
Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que quand tu veux démarcher le B2B, finalement, quand tu démarches le B2C, tu les touches parce que eux, ils ont peut-être un business aussi ou une sœur qui a un business. Ouais, c'est vrai. Donc ça, le bouche à oreille, après, c'est ta plus belle publicité, quoi. Donc, c'est clair. Puis après, c'est vrai qu'on est super bien positionné sur Google, on a une grande communauté sur les réseaux, donc c'est tellement plus facile aujourd'hui. Oui. Le plus dur, c'était quand le démarrage, quoi. Voilà, t'as personne qui te suit et t'as rien à part ton histoire et mon petit matcha. Voilà. Et à partir de quand est-ce que t'as recruté ta première employée? Parce qu'au début, donc, tu voulais tout faire et tu as tout fait. Tu as touché à tous les aspects de ta boîte. Ou peut-être qu'est-ce que tu as délégué en premier? Est-ce que tu as continué vraiment à faire les commandes toute seule? Ou est-ce que ça aussi, au bout de combien de temps est-ce que tu l'as délégué? Et voilà, au bout de combien de temps est-ce que tu as pris quelqu'un? Et qu'est-ce qu'elle a fait dans ta boîte, cette personne? Alors, j'ai commencé à peu près en même temps par 2 freelances, enfin 3 du coup. Il y avait 2 frères qui me faisaient un des Google Ads et l'autre des Facebook Ads. 2 frères jumeaux, ils avaient chacun leur spécialité. Génial ça. Et la 3e personne que j'ai pris aussi en freelance, c'était pour démarcher les restos. Parce que j'ai compris que c'était quand même un métier assez différent. Donc quand il fallait aller faire goûter, j'y allais quand même toujours moi, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais pour tout ce qui est démarchage, c'est elle. Et aussi, elle rédige mes articles de blog. Elle est toujours là aujourd'hui. Je me suis dit, ça aussi, c'est quand même un vrai métier et on a besoin de produire beaucoup. Donc voilà, j'ai pris ces personnes-là. Puis l'influence a commencé à bien accrocher. Donc là, on n'était plus à 2 commandes par jour. Donc là, j'allais à la poste tous les jours, ensuite plusieurs fois par jour. J'avais les gros sacs Ikea, là, les gros sacs moches, avec écrit les noms de supermarchés dessus. Là. Et du coup, j'y allais tous les jours, après plusieurs fois par jour. Et je me suis dit, là, ça commence à prendre quand même beaucoup d'ampleur. Il va falloir chercher un logisticien. On était, je pense, en septembre, donc ça faisait 1 an et demi que j'avais lancé. Là, j'ai commencé à chercher un logisticien parce que je me suis dit, Noël, c'est demain, tu vas mourir. Donc, j'ai cherché, mais là, il y a eu la 2e vague du Covid, parce que du coup, on était fin 2020. Et en fait, comme au premier confinement, j'étais restée à Paris, là, je me suis dit, je vais aller dans le sud cette fois-ci. Et en fait, c'est quand je suis arrivée dans le sud que ça a vraiment explosé. Et tant mieux, parce que dans mon 14 mètres carrés, le stock ne serait jamais rentré. Non. Déjà, vers la fin, on m'a livré une fois une palette et j'ai compris qu'on passait dans un autre game. Parce que j'ai regardé la palette et j'ai dit, j'ai ni transpalette, je suis au 2e étage et j'ai 14 mètres carrés. Donc, j'ai dû ouvrir la palette sur le tiroir, faire des allers-retours avec le stress qu'on me vole ce qui est resté en bas. Enfin, c'était que des histoires comme ça. Donc là, j'étais dans le sud avec un peu plus d'espace. Ma mère, dans ses bureaux, il y a un bureau qu'elle m'a prêté pour ce moment-là. Et je cherchais un logisticien et je ne trouvais pas. Et Noël approchait. Et je me suis fait Noël toute seule dans ce bureau. Donc là, c'était vraiment la folie. Enfin, après, tout est relatif, mais j'ai fait 1000 colis en décembre 2020. Donc c'est quand même beaucoup. Ah oui. Et là, j'allais à la poste plusieurs fois par jour. Heureusement, du coup, j'avais une petite voiture. Chose que j'avais pas à Paris, mais je remplissais le coffre, toute la banquette arrière à côté. En plus, le bureau de poste qui devait te détester, ou est-ce que tu allais direct au centre de tri? J'allais au bureau de poste et j'avais toujours droit à des remarques, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais c'est vous le Père Noël ?» Oui, c'est moi. Exactement, je suis démasquée. Et ça va, ils étaient assez sympas. C'était plutôt à Paris, moi, que je me faisais jeter vers la fin. Ah ouais. Parce qu'il me disait, madame, c'est pas trop adapté, quoi. Vous arrivez, vous nous envahissez. Je dis, ah oui, je sais, je suis désolée. Donc, dans le sud, ça va, c'était sympa. Il me disait, mais ça marche bien, votre business. Hein je veux faire mes cadeaux de Noël là-bas, donnez-moi votre carte et tout. C'était plutôt sympa. Ouais. Et donc, j'ai trouvé un logisticien juste après Noël, en fait. Début d'année, donc je suis remontée à Paris parce que le confinement était terminé. Et là, ça y est. Donc, là, vraiment, beaucoup de boulot en moins. À ce niveau-là, en tout cas. Ouais. Mais en fait, pas tant que ça, parce que ma boîte a été vraiment en train de prendre de l'ampleur. Donc, je me suis pas du tout retrouvée les bras croisés. J'ai eu plein d'autres choses pour m'occuper. Et donc là, je pense qu'on était début 2021. Et là, j'ai pris une freelance pour le service client. Okay. Parce que qui dit beaucoup de colis, dit beaucoup de problèmes de colis. Ouais. Ouais. Alors, on n'a pas trop de retours, mais parfois, il y a des colis qui ne trouvent pas leur destinataire parce que la personne s'est trompée d'adresse ou la personne n'est pas allée récupérer un point relais. Enfin, il y a plein de raisons. Donc, du coup, quelqu'un qui m'a aidée pour le freelance, en freelance pour le service client et pour répondre un peu aux messages Insta et tout, parce que ça commençait du coup à faire pas mal de monde sur les réseaux. Parce que du coup, tu gères encore tout ça, quoi. Aussi. Je gérais tout.
Gérer tout. Mais tu devais faire des journées de malade. Ma vie était dédiée à ça. J'étais à fond. Je faisais... mais tu sais, même moi, les confinements, pour moi, ça n'a même pas été problématique parce que j'étais obsédée par mon sujet. En fait. J'étais obsédée, je travaillais beaucoup. Dès que j'arrêtais de travailler, finalement, je ne m'en rendais pas compte, mais je me remettais à travailler. Tu sais, tu te surprends, tu es là, tu avais arrêté de travailler, tu as recommencé. J'aimais trop ça, en fait. J'avais l'impression que chaque moment perdu, chaque moment à ne pas faire ça, c'était perdu. Donc, j'étais comme une folle. Et au bout d'un moment, quand même, donc il y avait pas encore de vrais salariés. Et au bout d'un moment, j'ai dit là, j'en peux plus. C'est trop, beaucoup trop. Et parce qu'en fait, j'avais envie de plein de choses et on me tendait plein de mains. J'étais parfois, je sais pas moi, invitée à raconter mon histoire, par exemple, en podcast. Et puis, je pouvais pas parce qu'il fallait faire des choix dans mon planning. Et même, c'était trop, en fait, pour une personne. T'as pas envie de bâcler les choses, prétexte que il n'y a pas assez de monde. Donc, je me disais là, c'est vraiment contre-productif. Il faut trouver quelqu'un. Donc, il y a une amie à moi qui en avait... c'est pas qu'elle en avait marre, mais elle était plus trop sûre de vouloir faire ce qu'elle faisait. Elle était en RH dans une entreprise. Du coup, on a essayé de travailler ensemble. Ça l'a pas fait. J'allais dire comment ça se passe de travailler avec ses amis. Bon, pas de perte et tracas. On est restés très amis, mais ça l'a pas fait au niveau du travail parce que en fait, elle n'y a pas trouvé ce qu'elle attendait. Je pense qu'elle avait envie... Elle s'était imaginée du coup qu'elle allait être entrepreneur. Et finalement, elle se retrouvait toujours salariée dans une autre boîte, mais c'était quand même un peu décevant pour elle. Donc du coup, je me suis retrouvée toute seule. Et là, un jour, j'ai été invitée à un podcast où j'ai dit, je racontais un peu mon histoire comme aujourd'hui. Et j'ai dit que là, j'en pouvais plus, que c'était très compliqué et que je cherchais quelqu'un. Et après que ce podcast a été publié, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui m'a dit moi, c'est Anaïs, je cherche pas du tout à quitter mon job, mais quand j'ai écouté ton podcast, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, j'adore ta détermination et je me dis que malgré tout, ça pourrait peut-être être moi la personne qui te rejoint. Et génial. C'était un long mail et je me rappelle, j'ai lu un samedi matin et j'étais super contente. Je me disais, il y a un truc là, ce mail, j'aime bien. Je le sens bien. Je le sens bien. Et du coup, j'ai répondu, on s'est appelés, on s'est rencontrés. Moi, j'étais à Paris, elle était à Nantes. Elle m'a dit, par contre, je ne viendrai jamais habiter à Paris. Est-ce que c'est un problème pour toi ? Je lui ai dit non, on peut faire du télétravail. Et du coup, elle a posé sa démission et elle m'a rejointe. Génial. Et elle est encore avec toi aujourd'hui ? Ouais, toujours. Donc, ça fait 1 an et demi là. Et donc, elle, c'était ta première salariée du coup ? Première salariée. Génial. Ouais. Et du coup, elle faisait quoi exactement ? Parce que toi, t'en pouvais plus. Donc, qu'est-ce que tu lui as délégué ? Alors, je lui ai délégué la gestion des stocks, les importations. C'est très lié. Et en fait, on se disait qu'il fallait pas mal développer le B2B et que moi, j'avais pas le temps vraiment d'être sur les deux métiers. C'est quand même très différent. Et que moi, j'aimais bien le e-commerce et je commençais vraiment à me sentir bien dans ce monde-là. Et elle m'a dit, moi, je peux essayer de démarcher des boutiques pour avoir un plus grand réseau de points de vente. Parce qu'en plus, elle était acheteuse, elle, dans son boulot précédent. Et du coup, elle m'a dit, là, je serai un peu de l'autre côté. Ouais. Moi, je connais les acheteurs, ça peut être intéressant. Et en fait, rapidement, elle m'a dit, écoute, je sens que c'est pas pour moi. J'arrive pas, ça me coûte beaucoup d'énergie, en fait, de démarcher. Et j'ai dit, je comprends, parce que c'est un métier difficile. Et je dis, j'ai besoin de toi pour plein d'autres choses, donc t'inquiète pas, on va trouver une solution. Et finalement, elle m'a aidée en fait sur plein de choses. Elle m'a aidée à développer la boîte. On a mis que son poste était responsable développement. C'est très large, mais c'est un peu ça en fait. Elle m'a aidée pas mal à un moment donné pour la presse, pour gérer un peu la presse, faire un peu parler d'Anatae. Elle a géré aussi tout ce qui était RH, parce que du coup après on a recruté une alternante et une autre personne. On est 4. Elle m'aide beaucoup pour tout ce qui est un peu... réserver des salles, voilà, c'est un peu mon bras droit en fait. Ouais, elle est super polyvalente quoi. En fait, elle t'a aidé sur. Ouais, elle a même pris une partie de l'influence. Ok. Parce que en fait, je lui ai dit est-ce que ça te dit de toucher à ça ? Elle m'a dit ouais, j'aimerais bien découvrir. Donc comme moi, je suis aussi très occupée. Je lui ai dit tiens, tu peux prendre la moitié des dossiers. Donc du coup, elle a mis les mains dans tout ça là, dans l'envers du décor de ce qu'on voit quand on est sur Insta. Les codes promo, les liens, les machins, les stories, les réels, les budgets. Et en fait, je sais qu'elle se régale parce que c'est très varié.
Elle n'est pas cantonnée à une seule chose, comme on disait en début de podcast, le fait d'être dans des entreprises où tu fais des choses, c'est très redondant. C'est que là, tu lui as offert aussi cette possibilité de voir pas mal de choses, quoi. Ouais. Et c'est important, je pense, au début, quand tu as maintenant, tu n'es peut-être même plus au stade de start-up, mais quand tu as une boîte et que tu recrutes tes premiers employés, c'est des personnes qui forcément vont être hyper polyvalentes. C'est des couteaux suisses, tu es obligé d'avoir des gens. Tu n'as pas de poste défini, tout le monde fait tout. Et donc, forcément, il faut des profils comme ça, quoi. Donc, c'est top. Ouais. Je pense que c'est à l'avenir qu'on va avoir des postes vraiment plus spécialisés, mais là... Et du coup, le Anataï d'aujourd'hui ressemble à quoi en termes d'équipe, de points de vente, à quoi ça ressemble aujourd'hui, du coup? J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on est 4 et les 3 filles qui sont avec moi, elles sont top et elles sont toutes venues à moi. J'ai jamais eu à recruter. Il y a Morgane qui a postulé chez nous pour être alternante en design. Donc c'est elle qui fait tout ce qui est réel, montage photo. C'est elle qui a monté les podcasts aussi parce qu'on a ouvert une chaîne de podcasts. La Matchalogue, si vous voulez aller écouter. On mettra les ressources. Merci. Et voilà, c'est elle qui gère en fait toute l'identité visuelle. Ouais. Elle a fait 1 an chez nous, on vient de l'embaucher en CDI. Ok. Voilà, et il y a une 4e personne qui est Lou, qui a remplacé en fait la freelance qui était là juste avant au service client, qui a donc récupéré le service client. Et là, on vient de l'embaucher aussi en CDI pour gérer toujours le service client, mais de façon un peu plus globale, aussi la relation client. Donc, elle va vraiment gérer tout ce qui est programme de parrainage, programme de fidélité, un petit peu les newsletters aussi, tout ce qui est questionnaire auprès de nos clients pour mieux les connaître, tout faire en sorte qu'ils soient satisfaits, quoi. Voilà, globalement, c'est ça. Excellent. Et moi, du coup, je gère toujours tout ce qui touche très directement au e-commerce. Donc, c'est moi qui suis le contact avec les différentes agences qui travaillent avec nous, parce que voilà, on a pris des agences spécialisées dans les ads, dans les newsletters. On a un développeur aussi qui nous aide à améliorer le site en permanence. Donc ça, c'est vraiment moi qui gère et qui dit j'aimerais bien qu'on ait plus ça, moins ça, qu'on bouge ça. J'ai aussi une agence qui nous aide pour le SEO, donc pour être bien référencé. Et voilà, je chapeaute l'équipe et puis je décide de où on va, quoi. Ouais. On a sorti plein de nouveaux produits aussi depuis. On a vraiment élargi la gamme. Il y a plein d'autres thés japonais sur le site. Donc, tu as vraiment pris ce rôle de dirigeante d'entreprise où tu n'es plus dans l'exécutif, mais tu as réussi à te reculer vraiment de ça et à chapeauter un peu tout pour que ça prenne le chemin que tu souhaites et donc de continuer cette vision que tu avais. C'est génial parce que c'est pas facile la place à prendre. C'est vraiment différent. Ouais. Et est-ce que est-ce que ça ressemble à l'idée que tu t'en faisais quand tu t'es lancée en étant au Japon, ou est-ce que tu t'imaginais même pas arriver là aujourd'hui et du coup, où est-ce que tu te vois aller encore, où est-ce que tu vois Anataï aller plus tard encore? En fait, c'est bizarre, mais j'avais beaucoup d'ambition pour Anataï, mais j'imaginais même pas une équipe en fait. Je sais pas, j'imaginais que moi et je me disais je vais vivre de ça et je m'étais vraiment pas projetée. J'avais un coup d'avance, mais pas deux, quoi. Et en fait, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais forcément, si ton business il marche, au bout d'un moment, tu peux plus tout faire tout seul, quoi. Ouais. Donc, ça peut être un choix aussi de ralentir, mais j'ai pas pris ce choix-là parce que quand on te tend des mains et que ça cartonne et t'as tellement bossé pour que tu peux pas faire marche arrière en fait. Ouais. Donc depuis quelques temps, c'est vrai que mon quotidien il est un peu différent parce que je fais beaucoup de transferts d'emails. C'est pas pareil en fait. Avant je répondais, maintenant ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Ouais. Et j'ai encore les mains dedans sur beaucoup de trucs. Et c'est ça qui rend le travail intéressant aussi, c'est que je fais encore beaucoup de choses moi-même, mais ouais, c'est un autre métier et en fait j'aime bien. C'est un peu comme un chef d'orchestre, je dis souvent ça. Ouais. Tu décides qui va jouer quand, qui va faire quoi, comment ça fait quelque chose qui fonctionne au global. Ouais. Mais c'est agréable aussi. Ouais. Ouais. Et c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que justement, comme toi, elles voulaient toucher à tout, elles voulaient vraiment tout faire parce qu'elles s'embêtent dans un poste précis fixe, donc elles ont besoin de faire plein de choses. Donc elles se lancent là-dedans et ensuite quand ça évolue, tu deviens du coup ce fameux chef d'orchestre et c'est plus du tout le même poste en fait, c'est plus du tout les mêmes responsabilités, c'est pas du tout la même gestion au quotidien, ça devient vraiment du management et c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense quand on se lance et c'est peut-être c'est pas forcément adapté à tout le monde non plus, donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et il faut aimer aussi ce côté un peu gestion et
donc c'est très beau. Et donc, est-ce que tu t'es formée au fur et à mesure quand même, parce que c'est pas non plus des compétences que tu as forcément apprises en école de commerce. Le management, c'est quand même une autre histoire. Est-ce que tu t'es formée à ça, ou est-ce que ça aussi tu l'as appris un peu sur le tas et en faisant au fur et à mesure? Franchement, j'ai fait 0 formation. Okay. J'ai tout fait à la formation de la vie, quoi. Donc, en fait, c'est vrai qu'au début, tu fais tout. Et il y a des choses qui sont forcément... comment dire ? Faire ses premiers colis, c'est génial. Parce que tu dis, waouh, j'ai reçu des commandes et tout. Mais au bout d'un moment, t'en peux plus. Donc, tu délègues ça. Et en fait, c'est hyper agréable de se dire, je l'ai fait moi-même. Je sais parfaitement comment ça marche. Et aujourd'hui, j'ai le luxe de plus le faire moi-même. Donc ça se reproduit en fait pour plusieurs choses de mon entreprise. J'ai pris l'exemple des colis, mais c'est pareil pour plein d'autres choses. Au début, c'était moi. Puis là, c'est plus moi. Et j'ai eu quand même la chance de pouvoir garder ce que j'aime le plus. Tu vois, certains aspects du coup du e-commerce. Et après, pour ce qui est de manager, moi, c'est vrai que je me suis toujours dit comment je vais faire, parce que moi, j'ai pas aimé être salariée. J'ai pas aimé ça. Et du coup, j'ai du mal à concevoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton salarié il soit heureux, tu vois. Et comme moi, de toute façon, j'ai pas la foi d'être vraiment derrière elles, à regarder qu'est-ce qu'elles font, pourquoi, comment, est-ce qu'elles font bien ci, est-ce qu'ils font bien ça. J'ai eu la chance de trouver des personnes qui sont un peu dans leur rôle comme des mini-entrepreneurs, où je leur donne une tâche. Bon, c'est quand même très détaillé, je suis ce qui se passe, mais elles mettent le poids sur leurs 2 épaules. Elles disent, OK, ça, c'est ma tâche. Et ça, c'est hyper pratique pour moi, parce que ça me va. Et c'est hyper bien pour elles aussi, parce qu'elles sont des profils, justement, où elles veulent ça. Et je crois que c'est ce que j'aurais aimé aussi, en fait. C'est le genre de salariat que j'aurais aimé, où on me dit, toi, t'es en charge de ça. Pas débrouille-toi, mais presque, tu vois. Let's go, quoi. Tu vois, par exemple, Lou, qui est responsable de la relation client, je lui dis, ça serait bien que, je sais pas, dans 2 mois, là, dans notre base de données, on a 60 000 mails, ça serait bien qu'on en ait 80 000. Mais tout en œuvre pour qu'on ait des nouveaux clients. Donc, à toi de voir. Je vais pas te dire exactement comment tu dois y arriver. Juste, je te dis l'objectif, je te guide un peu en chemin si besoin, mais le chemin, c'est toi qui te le crée, quoi. Je lui dis, j'ai des idées, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça. Mais après, par exemple, si je lui dis, tu peux dire de l'influence, choisis tes profils toute seule. Au début, bien sûr, elle me faisait valider tous les profils, mais maintenant, elle a compris qu'est-ce que j'aime pas. Et je trouve ça hyper bien, et je sais que, j'espère que ça durera, mais pour l'instant, elles sont super heureuses dans leur poste, parce que justement, y a beaucoup de liberté. Et on est en télétravail, et elles ont un confort incroyable, et en même temps, je vois que vraiment, elles y mettent du cœur, et quand il faut bosser, elles bossent, quoi. Elles sont pas en train de se dire, trop cool, si je suis absente pendant 2 heures, ça se verra pas. J'ai pas du tout ce sentiment-là, elles sont à fond, et à chaque fois qu'on a un nouveau projet, elles sont trop contentes, et elles me disent toujours, moi, si t'as besoin d'aide, je veux bien participer à ce nouveau projet, ça me plaît. On est vraiment dans une bonne énergie, parce que je pense qu'on s'est bien trouvé, en fait. C'est ça, elles adhèrent du coup à la vision de l'entreprise, à la vision de Nathalie, et puis toi, tu as su aussi communiquer ça, et si elles sont venues à toi en plus pour bosser, c'est que du coup, elles y voyaient quelque chose et s'y retrouvaient. Donc, c'est clair. C'est très beau c'est très beau de pouvoir, toi, en tant que... Parce que je me retrouve dans ce que tu dis, c'est dur. Moi non plus, j'ai jamais aimé... j'ai été très très peu en CDI, mais j'ai pas du tout aimé ça. Donc c'est très dur de communiquer ça, mais c'est vrai que c'est très beau de pouvoir le faire de la façon dont tu le fais aussi. Donc je trouve ça très très beau. Je crois qu'on arrive plus ou moins à la fin de ce podcast. Mais avant qu'on se quitte, on a deux petites questions pour toi. La première, c'est du coup, qu'est-ce que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? Est-ce qu'il y a une ressource que tu aimerais partager? Un podcast, un livre, une personne qui t'a inspiré? Quelqu'un que tu aimerais partager avec eux? Je le dis souvent à chaque fois qu'on pose cette question, mais c'est la bonne réponse, donc je vais la redonner. J'aime beaucoup sur les réseaux Gary Vaynerchuk, je ne sais pas si vous connaissez. Donc son nom Insta, c'est Gary +VEE, je crois. Et lui, vraiment, j'ai dévoré ses contenus quand j'étais dans ma phase de lancement. Et il m'a donné beaucoup de force. Je me suis dit, mais en fait, si tu bosses dur, ça va marcher, quoi. Et si ça marche pas, c'est qu'il y a un truc à revoir, donc tu vas le revoir. Et voilà, c'est un mood qui permet de se remettre en question et de se responsabiliser sur si ça marche pas, c'est à cause de moi. Si ça marche, c'est grâce à moi. Et j'adore ce mood-là, en fait. Donc voilà.
Excellent, ouais, très très bon entrepreneur et il donne des super infos et puis il y a zéro bullshit quoi, il le dit comme il le pense, il est un peu vulgaire dans ses propos parfois mais je trouve c'est un bon électrochoc donc hyper bonne ressource. Ouais, donc on le partagera en tout cas pour on le mettra dans la description pour les personnes qui souhaitent aller voir. Et du coup la dernière question c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à toi mais aussi à Anatéi du coup? Eh bien là, on est une équipe de 4 et franchement, je trouve qu'à 4, on fait de grandes choses. On fait plus de 3000 commandes par mois. C'est une grosse machine à Anatéi. Et d'ailleurs, les gens parfois pensent qu'on est 30 ou qu'on est 20. Non, on est 4 et je suis trop fière de ça. Et j'espère qu'on va continuer à faire beaucoup, même en étant peu. Parce que ça, c'est hyper gratifiant. Et je sais qu'elles sont très contentes aussi, les filles, de dire « Ouais, on est 4 et on arrive à faire ça, quoi. C'est dingue. » Donc voilà, que ça continue dans cette dynamique-là. On va ouvrir une boutique, là, je ne sais pas quand l'épisode sortira, mais du coup, c'est le gros projet du moment où j'espère que ça va bien se passer, de début décembre à début mai à Paris. Génial. Est-ce que tu as l'adresse à partager déjà? Ouais, 7 rue Cadet. Très bien. Pour les personnes qui voudront aller voir. Pour les Parisiens ou pour ceux de passage à Paris, en tout cas, ils pourront venir goûter ton matcha. Avec plaisir. Donc, nouveau challenge. Ouais, nouveau challenge. Donc, j'espère que ça va bien se passer. C'est cette ficelle que tu continues un peu à tirer et ouvrir un lieu physique, c'est une nouveauté, mais en tout cas, on te souhaite une belle ouverture. Et si nous, on est de passage à Paris à ce moment-là, on passera aussi avec plaisir. Ah, oui. C'est clair, Sophie qui adore le matcha. En tout cas, on te souhaite tout ça et on te remercie énormément de nous avoir consacré ce temps, d'avoir partagé ton histoire. Merci à vous deux. Qui, j'espère, je sais, inspirera pas mal de personnes. Donc, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Siving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!